Introduction. Définition. Le sport est un ensemble d'exercices physiques ou mentaux se pratiquant sous forme de jeux individuels ou collectifs, pouvant donner lieu à des compétitions. Le sport ayant par définition des règles, le parcours qui s'exerce librement n'en est techniquement pas un, mais plutôt une activité sportive. Le sport est un phénomène quasi universel dans le temps et dans l'espace humain. Basket. James Naismith, un professeur d'éducation sportive, invente le basket en 1891 aux États-Unis pour maintenir la condition physique de ses élèves durant l'hiver. Ce sport est un jeu de ballon qui consiste à marquer des paniers avec le ballon. Le sport devient rapidement populaire et se développe dans les universités et les lycées d'Amérique du Nord au début du siècle. La Fédération internationale du basketball est créée en 1932 et inscrite aux Jeux olympiques en 1936. Parcours. David Bell est l'inventeur du parcours au début des années 1990 à Lys, à Paris. Cette activité consiste à franchir les obstacles de la manière la plus efficace possible. Le film Yamakasi popularise le parcours qui devient un phénomène mondial sur YouTube grâce à l'important impact visuel de la discipline. Vers 2006, de nombreuses associations voient le jour. En 2007, le parcours est enseigné dans les écoles du Danemark. Quelles étaient leurs fonctions sociales premières ? Fonction sociale du basket. Le basketball est né dans un lycée et avait les mêmes fonctions que d'autres sports d'équipe comme le foot, le handball, le baseball. En revanche, le basketball, à l'origine appelé streetball, s'est développé de différentes façons. Une des principales était celle qui consistait à jouer dans les rues des États-Unis sur des terrains dehors appelés des playgrounds. À l'origine, la majorité des joueurs de playground ainsi que ces terrains de manière générale se situaient dans des quartiers pauvres. Les joueurs se retrouvaient directement là-bas, soit pour jouer, soit pour regarder. Comme pour le football, certains grands joueurs, comme Karim Abdul, ont commencé dans les rues. Leur fonction sociale était de se retrouver et jouer ensemble, en partageant les mêmes valeurs, ainsi que s'entraîner suffisamment afin d'acquérir un meilleur niveau de jour en jour. L'objectif était de se regrouper et d'apprendre à jouer ensemble. Fonction sociale du parcours. Le parcours est une pratique personnelle qui favorise l'épanouissement par une meilleure connaissance de soi, de ses limites physiques et de ses peurs. Les motivations des traceurs sont similaires aux pratiquants d'autres, particulièrement des sports extrêmes. Développement physique, aspect communautaire, plaisir, connaissance et dépassement de soi, performance, passion. Un entraînement patient et persévérant permet de les dépasser et de gagner confiance en soi. Ainsi, le parcours peut être considéré comme une méthode d'entraînement, de développement physique ou un loisir sportif. Le parcours n'est pas codifié comme la plupart des sports, a une forme de liberté. Il permet de franchir des obstacles censés barrer le passage et accéder à des endroits a priori inaccessibles. La liberté des mouvements amène créativité et liberté. L'entraînement en groupe ainsi que les rencontres dans d'autres villes sont des facteurs d'ouverture à l'autre et de tolérance par une volonté d'échange et d'entraide. La pratique, bien que sérieuse sur le plan de l'entraînement physique, se veut ludique et sans compétition. L'un des objectifs principaux du parcours reste de s'entraîner tout en gardant à l'esprit l'aspect utilitaire de la pratique. Règle du basket. La partie se compose de 4 périodes de 10 minutes séparées par une intervalle de 2 minutes, sauf entre la deuxième et la troisième période où l'intervalle est de 15 minutes. C'est une mi-temps. Chaque équipe doit présenter sur le terrain 5 joueurs en tenue, prêts à jouer, pour que le jeu puisse commencer. Un tir réussi en cours de jeu compte 2 points à l'intérieur de la zone des 6,25 mètres et 3 points à l'extérieur de cette zone. Un tir de lancer franc compte 1 point. Le ballon est joué avec les mains dans les limites du terrain. Le jouer délibérément avec le pied ou le poing est une violation. La balle est alors rendue à l'équipe adverse. Pour se déplacer avec le ballon, il faut dribbler, c'est-à-dire faire rebondir le ballon au sol avec une seule main. Il est interdit de recommencer à dribbler après s'être arrêté ou l'avoir touché des 2 mains et de faire plus de 2 pas sans le faire rebondir. Règle du parcours. Le parcours n'a pas de règles pures mais s'exerce de manière libre selon les envies et la forme physique des pratiquants. Cependant, pour réaliser cette activité sans risque, il faut prendre des précautions et faire attention à l'environnement. En effet, se pratiquant majoritairement à l'extérieur, les risques sont élevés et les blessures en cas d'échec peuvent être graves. Tout le monde peut pratiquer ces sports en connaissant les risques et les échecs possibles. Pour le parcours, la pratique extérieure et la quasi-gratuité de l'activité permettent la mixité des pratiquants et la représentation de toutes les classes sociales. En revanche, le basket nécessite un bon équipement, donc un investissement financier. Pour cette raison, les pratiquants du basket viennent de tous milieux, mais on remarque, notamment par les équipements comme les chaussures, que la classe moyenne est très représentée. Comment ont-ils évolué jusqu'à Nantes? Comment sont-ils apparus? Le basket est apparu aux États-Unis en 1881. Il s'est rapidement développé, notamment grâce au mode street, très populaire là-bas, mais également en université et dans les villes où des clubs ont été fondés. En 1893, un professeur de sport français revient d'un stage aux États-Unis dans le lycée de Springfield où est né le basket. Il a donc organisé un match à Paris,
mais ce sport ne s'est pas répandu à ce moment-là. Il faudra attendre l'arrivée des soldats américains en France en 1917 pour qu'elle se répande, notamment grâce aux soldats qui y jouaient. Grâce au débarquement à Saint-Nazaire, le basket est donc arrivé à Nantes avant de s'étendre et de se développer dans la capitale. En revanche, le parcours, basé sur des mouvements d'arts martiaux japonais, beaucoup plus anciens, a été réellement inventé par David Bell dans les années 1900 à Paris. Cette activité sportive s'est répandue de manière irrégulière à travers la France, et sa date d'arrivée à Nantes est donc inconnue. De plus, n'étant pas un sport, proprement parlé, mais une activité sportive, elle est peut-être pratiquée à Nantes avant Paris sans que nous ayons l'information. Les changements à leur arrivée. Le parcours n'ayant pas de règles pures, nous ne savons pas les évolutions à leur arrivée à Nantes, mais nous savons qu'il s'est développé dans notre ville où de nombreux lieux et spots ont été trouvés et où des aménagements ont été créés. En revanche, pour le basket, son arrivée à Nantes a été suivie de nombreux changements. En effet, les règles ont évolué. Le temps de jeu d'un match n'est donc pas le même aux États-Unis qu'en France. 48 minutes par match aux États-Unis contre 40 minutes en France. De plus, les règles d'arbitrage des États-Unis ont changé à leur arrivée en France. L'arrivée du basketball en France a aussi changé le nombre de matchs par saison d'une équipe. 34 matchs par saison régulière en France contre 82 aux États-Unis. De plus, à son arrivée sur le territoire, la France a décidé de créer un championnat à 18 équipes contre 30 aux États-Unis. Le basket a donc vécu de nombreux changements depuis son arrivée à Nantes. Ces deux sports à Nantes aujourd'hui. Les aménagements extérieurs. Nantes est une ville dont l'architecture est favorable au parcours. De nombreux spots, tels que la médiathèque Jacques Demy ou encore l'hôtel de région, des bâtiments non prévus pour cette activité, sont devenus de véritables aires de jeu pour les traceurs. Ces spots s'organisent majoritairement sur l'île de Nantes et au bord de la Loire. Contrairement au parcours, quelques aménagements extérieurs ont été construits volontairement sur Nantes, comme l'arbre à basket ou des terrains comme à Procé ou dans les city-stades. Des aménagements intérieurs. Il y a deux clubs de parcours sur Nantes, l'association Art in Motion, qui fait ses entraînements à l'extérieur, mais qui dispose également du gymnase de Doulon, et l'Art du déplacement, qui fait ses cours dans la salle 4PK, une salle ouverte en 2015 sur les bords de Sèvres. Pour le basket, la ville de Nantes dispose de nombreux clubs, comme la Similienne, vers la place Vierme, ou bien l'Hermine de Nantes, sur les bords de Loire. Afin d'en savoir un peu plus sur ces aménagements extérieurs et intérieurs, nous avons choisi de rencontrer des professionnels. Nous allons rencontrer le gérant de la salle Similienne, le gérant de la salle 4PK et un traceur professionnel. Nous nous rendons à la médiathèque Jacques Demy où nous allons rencontrer Aurélien Souliman, un traceur professionnel membre de la West Coast Family. Bonjour à tous, je m'appelle Aurélien Souliman, je fais partie de la West Coast Family, un groupe de parcours, une dizaine, on bouge dans tout l'ouest de la France. C'est créé il y a plus de 10 ans et en tout on est 13. On trouvait pas mal de spots, on est devant la médiathèque et pour nous c'est un gros spot de parcours, même si c'est pas du tout prévu pour à la base. Donc après cette année ils ont construit un parcours parc, c'est une des rares villes en France où il y a un parcours parc extérieur, donc oui on peut dire que Nantes c'est pas mal pour le parcours. Alors il y a un club qui s'appelle AIM, Art in Motion, c'est dirigé par des membres de la West Coast Family aussi, Pierre Ketterer, Charlotte Chacatou. Une salle aussi, ouais, Fort PK, ouais. On peut y aller quand il pleut, tout ça, c'est en intérieur. Il y a des bars, il y a tout ce qu'il faut, il faut sa cuve et tout pour commencer les acrobaties, le parcours et toute sécurité. Non, il n'y a pas eu de compétition de parcours à Nantes, mais des événements, oui. Il y a eu les week-ends FPK qui sont réalisés tous les ans. Week-end FPK, c'est des week-ends organisés par la Fédération de parcours qui rassemble tous les traceurs de France au même endroit pour un week-end. Je pense que le danger du parcours, c'est le pratiquant lui-même. Parce que si le pratiquant n'est pas du tout sérieux, qu'il fait n'importe quoi, qu'il se jette n'importe où, n'importe comment, bah, il se fera mal forcément, donc c'est dangereux. Mais si on pratique vraiment sérieusement avec tout un entraînement physique et mental derrière le saut, on limite vachement le danger, quoi.
très peu de chances qu'on tombe si on est vraiment préparé au saut. Alors c'est pas officiellement un sport, mais ça le devient petit à petit, ouais, ça se développe. Et on peut dire si c'est un sport, il n'y a juste pas de règles définies. C'est tout d'un sport, c'est physique, c'est tout quoi. Donc on a ouvert une salle de parcours à Tours, surtout Charles Brunet, pour qu'il y donne ses cours, parce que lui il est prof de parcours maintenant. Il voulait donner un cadre à ses cours, vraiment dans une salle spéciale pour le parcours. Il a tout créé lui-même avec quelques jeunes de l'assaut, donc il a construit des modules, tout ça, il a ramené des barres d'échafaudage, tout ça. Alors on a un partenaire, c'est Être Fort. Ils font des pantalons, ils font des t-shirts, ils font des casquettes, ils font un peu de tout. C'est une marque spéciale parcours. Ça coûte des sous parce que déjà il faut louer une salle, donc tous les mois il faut de l'argent. Il faut aménager cette salle, il faut la mettre aux normes, oui, c'est beaucoup d'argent. Et du coup, c'est pour ça qu'on a créé un financement participatif sur internet pour la salle West Coast Academy. Ça travaille vraiment tous les muscles du corps. Ça va des jambes aux bras, au dos, tout ça, ça muscle vraiment tout bien le corps. Si tu es pratiquant du parcours et que tu en fais depuis plusieurs années, tu te sens vraiment libre d'aller où tu veux quand tu veux. Tu te dis, je vais aller là-haut, j'y vais. Que les gens normaux, ils n'y iraient pas. Alors le parcours, ça a été créé il y a plus de 20 ans déjà. Donc, ça a été amené par les Yamakasi et par David Bell. Et donc c'est David Bell qui a surtout créé le parcours avec un K, le parcours qu'on connaît maintenant. Et à la base c'était d'aller d'un point A à un point B de la manière la plus efficace et rapide possible. Et vraiment c'était l'efficacité, c'était se sortir d'une situation d'urgence. Le parcours, ça s'adresse à tout le monde, ça peut s'adresser à des jeunes de 4 à 77 ans. Nous nous retrouvons sur les bords de Sèvres. Nous allons rencontrer Stani, gérant et entraîneur à la salle 4PK. Stani Boulifard, 31 ans, je suis principalement entraîneur d'art du déplacement et j'ai ouvert une salle ici, une salle d'art du déplacement qu'on appelle aussi parcours, on parlera peut-être des définitions tout à l'heure. Donc du coup maintenant je partage mon temps entre le métier d'entraîneur et le métier de gérant de salle d'art du déplacement. Voilà. J'ai démarré quand j'ai rencontré les Yamakasi un petit peu après leur film en 2003. Donc j'avais 17-18 ans à l'époque. Ça fait 12-13 ans que je fais de l'art du déplacement, 7 ans que je l'enseigne. Et voilà, j'ai une formation universitaire, j'ai fait un master en fac de sport. Les cours qu'on donne ici, c'est des cours qu'on appelle des cours d'art du déplacement, qui sont portés par une structure qui s'appelle l'ADD Academy. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Ouais. ADD Academy, c'est pour Art du Déplacement Academy. C'est une école qui a été créée par les Yamakasi en 2008, si je dis pas de bêtises. Et voilà, ça a été la première structure pour l'enseignement de l'art du déplacement. Et les cours qu'on donne ici, ils sont en direct lignés avec les Yamakasi et avec cet esprit de l'art du déplacement. Voilà. Pourquoi Fort PK? Bonne question, déjà tu l'as bien prononcé, tu as dit Fort PK, Fort Piqué, vraiment si on le prononce correctement, effectivement c'est on va dire, je crois qu'on dit un anglicisme, en fait c'est de l'anglais, 4, donc en anglais qui se dit fort, chiffre 4, fort parcours, piqué, en anglais fort, le chiffre, F-O-U-R, c'est très proche du mot fort, F-O-R en anglais, et fort en anglais ça veut dire pour. Donc Fort Piqué, c'est pour le parcours. Donc c'est une salle qui est dédiée au parcours et aux pratiquants de parcours. Ouais, à l'ADD Academy, on est 400 licenciés. À IM, je crois qu'ils sont entre 100 et 200, je sais pas exactement. Tu vois, on est un peu plus de 500 licenciés sur Nantes. Et plus après, tous les gens qui le font hors licence ou dans les clubs de gym. Donc il y a une grosse communauté à Nantes, je pense pas loin de, je sais pas, je dirais 1000 pratiquants, quelque chose comme ça. Ce
qui fait qu'on est une des plus grosses communautés en France. Écoute, je crois qu'on avait dû estimer ça à peu près 300 euros du mètre carré, entre 300 et 350 euros du mètre carré en aménagement. Tu vois, le bois, les barres, tout le matériel qui nous sert à construire la salle. Donc nous ici, tu vois, elle fait 200 mètres carrés. Donc bah, tu vois, tu feras le calcul, hein, 200 fois 300. Et c'est à peu près pareil pour toutes les salles. Après, ça dépend du choix aussi des gens qui créent la salle. C'est-à-dire que si tu mets du matériel de gym, comme des matelas par exemple, ça coûte beaucoup plus cher. Donc ça peut faire augmenter le prix jusqu'à 500 euros par mètre carré. Ça dépend de tes choix de matériaux à l'intérieur de la salle. Nous, on a fait le choix d'avoir beaucoup de bois et d'acier, qui sont des matériaux assez peu chers et avec lesquels on peut faire plein de choses. J'en suis convaincu. Quand on se blesse, classiquement il faut aller voir un kiné. Après tu as des kinés, moi j'en connais, qui font aussi du parcours. Donc si tu tombes sur un kiné qui est ouvert sur le mouvement et qui sait faire du parcours, il peut utiliser cette discipline-là. Après, le parcours tel qu'on le voit sur les vidéos, c'est un peu violent, tu vois. Le parcours, c'est faire des sauts de 2-3 mètres de haut pour aller sur du béton, faire des saltos dans la rue. Évidemment que faire ça pour une rééducation, c'est pas conseillé, tu vois. Mais par contre, au-delà des vidéos, le parcours ou l'art du déplacement, c'est travailler sur le mouvement naturel du corps, comment notre corps bouge et essayer de comprendre notre corps et tout ce qu'on peut faire avec. Donc à partir du moment où tu essaies de mieux comprendre ton corps, tu vas forcément t'éduquer et te rééduquer aussi si tu as eu un souci. En ce qui concerne la réinsertion, bah 100% convaincu parce qu'on travaille avec des publics très variés ici. Là en ce moment il y a un cours avec des jeunes qui sont justement en réinsertion scolaire, tu vois. On a des jeunes qui sont en hôpital de jour, qui ont des troubles psychiatriques, on va régulièrement à l'EPM, la prison pour mineurs qui est à Orvaux, et donc on va en prison travailler avec des jeunes sur cette pratique-là et essayer de voir comment est-ce qu'on peut leur présenter les valeurs de notre discipline et comment ça peut les aider à essayer de développer des meilleures valeurs dans la vie et peut-être essayer effectivement de se réinsérer socialement. Donc oui. Breaking the Jump. C'est un livre qui a été écrit par Julie Angel, son nom est là. Et c'est un livre qui s'appelle The Secret Story of Parkour's High Flying Rebellion. Donc c'est l'histoire des origines du parcours justement. Et elle appelle ça un peu une révolution en fait. Voilà, c'est un peu une révolution sociale le parcours. C'est né en région parisienne. Tu connais certainement l'histoire, mais c'est un groupe de potes qui s'appelle les Yamakasi. Il y avait aussi David Bell avec eux, Sébastien Foucan. Ils étaient une quinzaine d'amis et ils s'entraînaient à tester leurs limites en fait. Ils voulaient vraiment tester leurs limites. Mais ils avaient tout un tas de valeurs, c'est-à-dire qu'ils cherchaient pas à sauter le plus loin ou le plus haut. Ils essayaient de tester leurs limites aussi dans la répétition. C'était pas juste faire un saut, c'était faire 50, 100, 1000 sauts pour essayer de voir si leur corps tenait et s'ils étaient capables de répéter, de devenir plus fort. Et leur but c'était d'être plus capable. Yamakasi, le terme Yamakasi c'est du Lingala, ça vient d'Afrique, c'est un dialecte d'Afrique centrale, ça veut dire esprit fort, corps fort, homme fort. Donc si tu vois c'était le parcours à l'origine. Être fort mentalement, physiquement et pas quand tu sautes, pas quand tu t'entraînes, mais dans la vie de tous les jours. Être plus fort quand tu discutes avec les gens, être plus fort dans ta famille, quand tu es en cours, quand tu es partout. Et ça veut dire développer des capacités aussi de relation avec les gens, quoi. Tu vois, essayer de se comprendre, de discuter. Euh, donc le parcours, c'était vraiment... Il y a des valeurs qu'on pourrait, je crois, qualifier d'humanistes. C'était la volonté de voir le bon dans l'homme et de rendre les gens meilleurs. Le but du parcours, c'est de rendre les gens meilleurs. Dans le principe, dans la façon dont c'était pratiqué, c'était hyper violent, hyper dur. C'est-à-dire que la première fois que je me suis entraîné avec les Yamakasi, ça a duré 6 heures. Moi je venais de Nantes, j'étais parti à Paris comme ça en stop et je suis arrivé là-bas. On s'entraîne de 10 heures jusqu'à un peu plus de 16 heures sans manger, sans s'arrêter et en faisant des exercices que j'avais jamais fait de ma vie, comme par exemple faire le tour d'un lac en marchant sur les mains et sur les pieds, enfin à quatre pattes en fait, tu vois, c'est en quadrupédie. On a fait de la course, des sauts, on a monté des escaliers pendant 2 heures. On a fait des sauts, on est dans un gymnase, on a fait des saltos, on est ressorti pour s'entraîner et donc non-stop. Autant dire qu'à la fin j'avais les mains en sang, j'étais fatigué mais je me sentais bien, mais c'était super intense et je
crois que tout le monde n'est pas capable de faire ce genre d'entraînement. Et donc du coup, on pourrait dire que c'était très élitiste comme pratique. Ça s'adressait pas forcément à tout le monde. En fait, c'est bizarre parce que physiquement, ça s'adressait pas à tout le monde, parce que c'était violent, mais en même temps, les gens qui pratiquaient dans le groupe, il y avait des gens, à l'époque, je me rappelle, il y avait des gens de quartier, tu avais des jeunes qui étaient des mineurs étrangers isolés, c'est-à-dire des jeunes qui viennent de l'étranger, qui n'ont pas forcément de carte de séjour et tout, et qui n'ont pas forcément de moyens et qui étaient accueillis dans le groupe. Tu avais aussi des gens comme moi qui avaient, même si je suis d'une famille modeste, mais on avait un peu plus de moyens, tu avais des gens qui venaient de familles aisées, et on était tous ensemble à s'entraîner, et donc c'était ouvert à tous socialement, mais c'est vrai que physiquement, fallait un peu de guerrier, quoi. À la base, quand j'ai démarré, du coup, il y a plus de 10 ans à Nantes, on était 4-5 à s'entraîner. On se connaissait évidemment tous. On surprenait les gens un peu dehors, mais on était assez bien accueillis. On était très sportifs, tu vois. On était vraiment dans des efforts assez physiques, tu vois. Et c'était peut-être un peu moins impressionnant acrobatiquement, mais c'était un peu plus dur physiquement. Et cette pratique, maintenant, c'est vrai elle s'est vraiment démocratisée. C'est-à-dire que, tu vois, il y a 10 ans, on était 5. Quand j'ai commencé à donner des cours à Nantes il y a 6 ans, on était une quinzaine à s'entraîner en club, quoi. Et 6 ans après, on est plus de 400 dans le club. Donc forcément, et les 400 qui sont en club, c'est aussi d'autres gens qui s'entraînent à côté mais qui sont pas en club, comme toi par exemple. Donc on est de plus en plus nombreux. Et je suis pas sûr de bien saisir ce que tu veux dire par la fonction sociale du parcours, mais je sais qu'à l'origine, enfin pas à l'origine, mais moi et les gens avec qui j'ai démarré, on le vivait vraiment comme un truc du quotidien, c'est-à-dire qu'on s'entraîne, on s'entraîne pas en fait, on vit. Et les heures qu'on passe à sauter ou à grimper ou à utiliser le mobilier urbain, ça fait partie d'un processus plus global qu'on fait tout le temps. Quand je te parle, pour moi, je vis encore à l'art du déplacement tout le temps. Et c'est vrai que la façon dont je le perçois là, avec les années qui passent, effectivement, il y a pas mal de gens qui viennent un peu plus consommer le parcours. C'est-à-dire qu'ils viennent faire un cours de parcours comme ils feraient effectivement un cours de basket, de foot, de danse. Donc ils viennent prendre 2 heures de cours de parcours ou s'entraîner 1 heure ou 2 à la salle, faire des sauts, donc ils sont dans la partie très physique de la discipline, sauter, grimper, rouler, faire des saltos. Et après ils ressortent et ils peuvent reprendre une vie normale, même si ça leur sert en termes de confiance ou en termes de force physique, le fait de faire du parcours. Je suis pas sûr que cette pratique elle soit autant transformative qu'elle l'était avant. Pour moi, le parcours à l'origine, c'est socialement, c'est une pratique transformative et subversive. Ça veut dire que le but c'est de changer, le but c'est d'apprendre sur soi et de devenir une meilleure personne. Et ça questionne un peu l'ordre établi parce que ça questionne la société, ça questionne la façon dont on a le droit de bouger. Les gens, généralement on part du lieu du lieu de vie qui est la maison et tu vas à ton lieu d'études, l'école ou ton lieu de travail pour les gens qui sont au bureau ou qui vont à leur travail. Et puis du coup de ton travail tu peux avoir un trajet qui t'emmène à un lieu de loisir, je sais pas, la piscine ou le sport. Et tu vois, j'ai commencé il y a 12-13 ans, comme je te disais. Les Yamakasi, ça fait 20-25 ans qu'ils ont commencé à s'entraîner. Et effectivement, sur les premières années, c'était pas très connu, il y avait peu de gens qui pratiquaient. Donc je pense que quand j'ai démarré à 12-13 ans, on était encore proche de leur façon de s'entraîner à eux, même si ça avait déjà un tout petit peu changé. Et entre le moment où j'ai démarré et aujourd'hui, moi personnellement, je vois plus la même pratique. Oui, ça a changé, c'est plus la même chose. Donc en tant qu'entraîneur, il y a des gens qui essayent de continuer à développer le parcours tel qu'il était à l'origine, c'est-à-dire cet esprit de combativité et d'être une meilleure personne et d'être plus fort et d'être capable. Et le parcours, dans tous les cas, aujourd'hui, c'est toujours tester les limites. Mais c'est vrai que maintenant, c'est devenu une pratique numérique. Enfin, c'est une pratique qui est dans l'ère du numérique. C'est-à-dire que les jeunes qui ont commencé le parcours là sur les 10 dernières années, YouTube, ça a quelque chose comme 10 ans. Enfin, tu vois, et donc la plateforme YouTube, elle a démarré en même temps quasiment que le parcours. Et donc du coup, il y a beaucoup de gens qui se sont filmés, qui ont partagé des vidéos. Et c'est devenu une pratique qui est très virale et qui se partage beaucoup par les vidéos. Et forcément, l'image, elle a transformé la pratique. À la base, avec les Yamakasi ou avec David Bell, on essayait de se transformer nous, à l'intérieur, et ça prenait du temps et on se posait des questions et c'était un chemin qui était un peu long et donc c'était un chemin qui était un peu discret et qui était beaucoup plus personnel. Et aujourd'hui c'est une pratique au contraire qu'on cherche à montrer à tout le monde,
C'est-à-dire que dès que quelqu'un, moi je vois des jeunes que j'entraîne, peut-être ça fait 2 mois qu'ils pratiquent, ils vont vouloir se filmer et montrer ce qu'ils savent faire. Et ça a quelque chose de positif parce qu'ils veulent partager ça. Mais d'un autre côté, ça dilue un peu la recherche sur soi. Et c'est moins personnel et c'est plus collectif. Et il y a plus une question maintenant de un peu de compétition et de challenge et de faire les meilleurs sauts le plus vite possible. Et ça, c'est un tout petit peu dommage. Ouais. C'est pas facile, c'est compliqué. C'est-à-dire que là, pour l'instant, la salle, on gagne pas d'argent avec. Elle nous permet de réussir à se payer un peu. Quand je dis qu'on gagne pas d'argent, c'est qu'on arrive à gagner un peu de sous pour se payer, pour les cours qu'on donne. Mais par contre, voilà, on n'est pas beaucoup payé. Et puis on laisse beaucoup d'argent aussi pour réussir à faire vivre la salle. Donc aujourd'hui, voilà, c'est une petite salle qui n'est pas forcément très connue. C'est la première salle de parcours en France. Donc on gagne pas d'argent en fait. On a plus tendance à en perdre en fait pour l'instant. Mais la salle, je l'ai ouverte par passion et par envie de transmettre et de tenter quelque chose. Et de toute façon, je ne vois pas faire autre chose dans ma vie que de vivre cette pratique-là et d'essayer de la transmettre. Donc la salle, c'est un outil. Et voilà, après, on va essayer de la rendre un peu plus populaire et justement, peut-être effectivement, de trouver des sponsors. Pour l'instant, on n'a aucun sponsor. On ne fonctionne que par les entrées qu'on a ici. Suite à des problèmes d'enregistrement, nous n'avons pu vous diffuser l'interview du gérant de la salle Similienne. C'est pourquoi nous allons vous en faire un rapide résumé. La Loire-Atlantique compte plus de 24 000 licenciés et Nantes en compte 10 000. La Loire-Atlantique compte le plus de licenciés en France. Nantes ainsi que Paris, Lyon et Lille sont les villes les plus aménagées pour le basket. Chaque année à la Similienne, une trentaine de joueurs commencent le basket. En France, le niveau de licenciés a atteint son summum. Les créneaux sont complets, il est donc très difficile de s'y inscrire. À Nantes, il y a des tournois tous les week-ends à partir de mai jusqu'à juin et pendant les périodes de Noël. La Similienne est située dans un quartier huppé, ce qui en résulte donc de la clientèle de ce club. Nantes possède une quinzaine de clubs. La Similienne nécessite 10 000 € d'entretien par an, notamment dans le chauffage et dans l'éclairage. Des sociétés de nettoyage passent 2 fois par semaine pour nettoyer la poussière afin d'éviter que le sol glisse. Une licence coûte en moyenne 160 € par an. La Similienne compte une quinzaine de partenaires et un équipement complet coûte entre 150 et 200 €, shirts, maillots et baskets compris. Un ballon coûte 50 € et la Similienne en renouvelle une dizaine par an. La Similienne est un club qui dépense en gros 20 000 € par an. 4. Évolution après Nantes, évolution internationale. Ayant eu des développements et des évolutions très différentes, de nombreuses différences ont eu lieu durant le développement international de ces deux sports et sont également présentes au niveau des salaires des gens qui exercent ces sports à haut niveau, notamment à cause de la différence d'argent générée par ces deux sports. Compétition internationale. Depuis 33 ans, des compétitions de parcours ont lieu notamment sous la forme d'événements nationaux ou internationaux. Le parcours a chaque année en France un événement appelé Parcours Day, où tous les pratiquants peuvent venir assister et participer. En revanche, étant peu médiatisées, la majorité des compétitions internationales sont sponsorisées et organisées par des marques. Red Bull, sponsor officiel de plusieurs sports extrêmes, sponsorise la plus grosse compétition de parcours, Red Bull Art of Motion, où les meilleurs pratiquants de cette activité se confrontent. La Fédération internationale de gymnastique, dans laquelle le parcours a été intégré, a pour l'instant organisé 2 compétitions, dans une en Chine en 2017, mais est en train d'organiser la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en 2018. La dernière ayant eu lieu sur les toits de Santorini en Grèce. De plus, la fédération espère l'inclusion du parcours dans les Jeux Olympiques. Pour le basket, qui s'est répandu en 1917, le fait qu'il se répande rapidement a permis la création en 1932 de la Fédération internationale du basket, connue sous le nom de FBA, et qui rassemble 213 fédérations nationales à travers le monde. Cette création permet qu'en 1936, le basket devienne une preuve officielle des Jeux Olympiques. Cette intégration qui se limitait à l'époque à l'épreuve masculine s'est répandue avec l'apparition en 1916 d'une épreuve de basket féminin dans les Jeux Olympiques. En 1989, la FBA autorise les joueurs NBA à jouer les JO, ce qui va entraîner une domination des États-Unis, notamment avec la Dream Team de 1992. D'autres événements ont également lieu, tels que la Coupe du Monde ou la Coupe d'Europe. Toutes les règles internationales sont fixées par la FBA.
Salaire. Pour le parcours n'ayant pas de championnat et d'équipe de compétition, les meilleurs pratiquants ne touchent que la prime de victoire en compétition et l'argent offert par les sponsors. De plus, à la différence du basket qui dispose d'un monde professionnel très vaste, le parcours, lui, ne dispose encore qu'un monde associatif. Seule une poignée de personnes peuvent vivre uniquement de leur pratique du parcours et encore. En étant obligés de mettre leur capacité au profit d'autres métiers tels que le cascadeur ou encore professeur de la discipline, la très grande majorité des pratiquants, des traceurs, ne pratiquent donc l'activité que par passion et sont obligés d'avoir un autre emploi pour vivre, ce qui est beaucoup moins le cas du basket. En effet, notamment grâce à ses nombreux championnats, à travers le monde, le basket a un nombre de joueurs professionnels largement supérieur au parcours. Ceci s'explique en partie par la nécessité de s'entraîner quotidiennement pour acquérir le niveau souhaité. Pour ce besoin d'entraînement, les joueurs professionnels sont dans l'incapacité d'avoir un autre emploi à côté. Pour cela, dans tous les autres championnats professionnels du monde, les joueurs toucheront des salaires qui leur permettront de bien vivre. De plus, de par la forte médiatisation de ce sport, les clubs gagnent énormément d'argent, ce qui leur permet de donner à leurs joueurs des salaires satisfaisants. Dans le cas de la NBA, le championnat avec le meilleur joueur et les meilleurs joueurs, mais également le championnat le plus regardé du monde. Le nombre de fans est si important que les clubs gagnent beaucoup d'argent. L'augmentation des droits de télévision l'année dernière a permis encore augmenter le budget de ces clubs, qui a pu offrir des énormes sommes d'argent à leurs joueurs stars. Les Golden State Warriors offrent 34 millions de dollars par an à leur star Stephen Curry, et les Cleveland Cavaliers offrent 33 millions par an à LeBron James. L'actuel meilleur joueur du monde, les salaires de joueurs de basket peuvent être donc extrêmement élevés. 5. Conclusion. Pour conclure, nous pouvons voir que le basket et le parcours sont deux sports totalement opposés, mais qui ont tous les deux connu leur début dans la rue. Ils se sont exportés de manière plus ou moins rapide, l'un des deux ayant connu une médiatisation plus importante que l'autre, créant ce déséquilibre. Le basket est reconnu en tant que sport officiel, contrairement au parcours qui peut être qualifié d'activité sportive. Principalement développés à leur origine pour des populations défavorisées, ils ont évolué aujourd'hui pour devenir des sports qui touchent tous les milieux, toutes les catégories sociales. Suite à ces développements et ces expansions très différentes, les fonctions sociales à l'origine ont également évolué et se sont complètement différenciées de celles de départ. Ces deux activités permettent en effet un divertissement et un entretien physique. Le parcours, toujours en développement, deviendra sûrement très populaire dans quelques années. Azum, 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 azum.